Alors, on va commencer, si vous voulez bien. D'abord, je voulais chaleureusement remercier Nathalie et puis toute l'équipe de l'organisation de ce congrès parce que ce qui est vraiment très intéressant et sympathique, c'est le mélange du droit et puis des métiers de la santé, même si le droit évidemment est un métier éminent. Mais en tout cas, cette conjonction des deux, aujourd'hui, ça permet d'avoir des regards croisés et c'est très intéressant. Donc merci Nathalie et à toute l'équipe d'organisation. Quelques mots introductifs. Donc l'idée c'est de parler d'intelligence artificielle dans la santé avec des exemples concrets. Je vous présenterai les intervenants de la table ronde tout de suite après. Juste pour vous dire que, évidemment, l'intelligence artificielle dans la santé, c'est pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui et on l'utilise beaucoup. Aujourd'hui, ça permet de compiler des centaines de milliers d'articles universitaires et de recommandations qu'un cerveau humain ne pourrait pas mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on voit que l'intelligence artificielle s'est assis, on le sait tous, hein, sur des données qui deviennent de plus en plus importantes, et c'est la thématique du colloque, et aussi sur des capacités de calcul qu'on a aujourd'hui démultipliées. Alors, c'est aussi de l'aide au diagnostic. On va voir que ça va être de la mise au point de médicaments. Dans le droit, quelquefois, il y a quelques noms barbares. Vous allez voir qu'on va vous en assigner aussi quelques-uns noms barbares dans la santé. Vous n'allez pas être déçus. Mais on est là justement pour détricoter tout ça. Évidemment, la compréhension des maladies, on verra que Toulouse est à la pointe sur certaines. La recherche clinique, on en a parlé, hein, dont on dit que c'est de la recherche clinique in silico. Et puis aussi, bien sûr, toute la partie simulation, puisqu'on sait que aujourd'hui, la simulation, c'est très utile dans la formation des professionnels de santé, mais également dans la préparation, notamment des interventions chirurgicales. Et puis aussi, une grande question de l'IA générative. Alors l'IA générative dont on reparlera avec toute la confiance qui va avec, puisque cette IA générative, non seulement elle va pouvoir générer des patients, mais en plus on l'a vu que ChatGPT & Co, hein, parce qu'on a l'habitude de dire tous à la bouche ChatGPT, mais il n'y a pas que lui, si je puis dire. Aujourd'hui, on voit qu'il est capable d'aller requêter dans des centaines de milliers d'informations pour aller faire des synthèses patients. Et là, on se dit, mais où est le dispositif médical dans l'affaire? Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez intéressants. Alors, évidemment, l'intelligence artificielle, on ne peut pas nier que ça va faciliter notre vie. Par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans le cadre de la supervision humaine, ça doit rester au service de l'humain. Et pour ça, moi, en tant que professionnel de santé, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est d'abord la formation des professionnels de santé, parce que quand on discute de cela avec l'ordre des médecins, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que si nos jeunes internes, mais également en formation continue, on ne forme pas les gens dans l'IA sur des clichés annotés, mais des clichés aussi non annotés, on va avoir une perte de savoir et de connaissances importantes qui fera qu'un jour, peut-être, on ne sera plus en capacité, l'humain, de voir ce que raconte l'intelligence artificielle, c'est la réalité ou pas. Et du coup, dans cette logique-là, on est un certain nombre à rappeler toujours que dans l'annotation, justement, des clichés ou des données qui servent à alimenter l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on sait qu'on est en pénurie de professionnels de santé et on a un peu trop tendance à faire annoter les clichés, les datas par des juniors, par des internes, parce que finalement, les seniors, ils sont appelés ailleurs. Et que du coup, évidemment qu'il faut faire annoter l'intelligence artificielle par des juniors, mais également par des seniors, parce que les seniors, ils ont le recul d'un certain nombre de situations qui vont leur permettre d'annoter les données différemment. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête dans ces protocoles-là. Et on disait ce matin qu'avec Etikia, on a sorti c'est pas une norme ISO, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est en dessous d'une norme ISO, mais en tout cas ça pose des recommandations sur les comités de garantie humaine et ça en fait partie. Alors évidemment l'IA et les data, c'est des enjeux de souveraineté, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, de compétitivité, ça c'est évident. On voit bien les différents rapports qui ont été remis, on y reviendra aux uns et aux autres ces derniers temps. Hein. L'utilisation secondaire des données de santé, la professeure Alassonnière nous en reparlera, mais également le rapport qui a été remis au président de la République sur l'intelligence artificielle il n'y a pas longtemps, un livre blanc qu'on a sorti sur des données artificielles. On voit que tout ça se croise, mais il faut vraiment
quand même souveraineté, compétitivité, mais quand même, il faut que ce soit synonyme de progrès. Il faut que les patients et les professionnels de santé en tirent quelque chose, et ça, je pense qu'on doit être vigilant. Alors sur l'innovation, je voulais conclure en disant que quand on parle d'innovation, on a toujours tendance à surestimer la portée de l'innovation à court terme. On surestime toujours, hein, et les start-upers en particulier, j'en fais partie, mais on la sous-estime complètement sur le long terme. Et une vraie innovation, c'est vrai qu'il ne faut pas l'exagérer comme ça dans les premières années, mais en tout cas, l'intelligence artificielle, on sait que ça va bouleverser nos vies, aussi bien des professionnels de santé que des patients dans l'avenir. Alors justement, on va passer au concret. Donc pour cette table ronde, plusieurs personnes. Donc la professeure Stéphanie Alassonnière qui est en ligne, qui est professeure des universités à Paris-Cité, qui est porteuse d'une chaire dans Prairie. Le professeur Louis Castellan, à ma gauche, qui est professeur des universités à Toulouse 3, Paul Sabatier, qui est professeur de l'Institut Restore et qui est aussi porteur d'une chaire Anity, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça, alors il va rectifier. Louis, tu rectifieras, pardon. Rémi Choquet, donc, qui est directeur du Centre des données médicales de Roche. Ensuite, Thomas Chiex, professeur, qui est directeur de recherche à l'INRAE, qui est lui porteur d'une chaire Anity. Bon, voilà, je ne vais pas complètement me tromper. Et qui collabore au sein d'une association pour l'avancement de la propriété de l'intelligence artificielle. Il nous en reparlera tout à l'heure. Lionel Colliandre, qui lui est alors chimiste computationnel, et ça on en reparlera tout à l'heure. On parlera de ce qu'est la chimie computationnelle et il est chef de groupe R&D de l'INSILICO chez Evotech. Et pour finir, à ma droite, Paul Monsara, qui lui est enseignant-chercheur à Paul Sabatier et qui travaille dans l'équipe ou en collaboration avec Louis. Et donc, on verra tout à l'heure ce dont ils vont nous parler. Vous allez voir que c'est hyper intéressant. Alors, on va commencer par Stéphanie Alassonnière, puisqu'elle est arrivée et je pense qu'après, elle ne pouvait pas rester. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, Je très vois bien. pas. Elle m'entend. Bonjour Stéphanie. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc toi tu as contribué grandement au rapport qu'on a l'habitude d'appeler le rapport Jérôme Marchand-Harvier. Tu as aussi contribué au livre blanc sur les données artificielles pour la recherche clinique. Donc si tu veux bien, on va structurer ton propos en deux. D'abord, est-ce que tu pourrais nous rappeler quels sont les enjeux de l'utilisation secondaire des données de santé au regard du rapport dit Jérôme Marchand-Harvier, les enjeux, les freins, et puis est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 recommandations de ce rapport dont on sait qu'il a eu un très grand écho. Et ensuite, je te questionnerai, si tu veux bien, sur les données artificielles. Donc, à toi sur le rapport dit Jérôme Marchand-Harvier. Alors, ce rapport avait pour but d'abord de faire un état des lieux de là où on en était en France et en particulier en comparaison avec d'autres pays européens ou à l'international pour savoir quel était notre potentiel et surtout où on en était dans cette mise à disposition des données de santé pour une utilisation secondaire. Donc, j'imagine que j'ai pas besoin de rappeler ce que c'est que l'utilisation secondaire par rapport à l'utilisation primaire. Donc, évidemment, on a un potentiel qui est incroyable et le potentiel devient de plus en plus important et de manière croissante est utilisé pour développer et innover. Donc, la dynamique mondiale, elle est sans précédent, à la fois dans le public et dans le privé, et ça génère beaucoup de valeur. Et puis, le développement de l'IA fait que maintenant, les données deviennent peut-être l'or noir, le nouvel or noir où il n'a pas vraiment de couleur d'ailleurs, qui va permettre de structurer les innovations à la fois dans les essais cliniques, dans les développements de dispositifs médicaux numériques, dans l'organisation des établissements de santé également. Piloter un établissement de santé peut aussi bénéficier de l'utilisation de données de cet établissement. Le paysage français des bases de données est très foisonnant. On pense évidemment au SNDS, le Système national des données de santé, avec une base qui est quand même extrêmement riche, puisque 65 millions de personnes sont inscrites au SNDS. Ce sont évidemment des données médico-administratives, donc à la fois
très riche, mais aussi très difficile d'interprétation. Et donc, ça demande beaucoup de main-d'œuvre technique pour essayer de se dépatouiller dans les différents tableaux et autres liens qu'il y a dans cette base de données. Mais il n'empêche que elle structure un socle qui est d'une valeur incroyable et qui n'a pas d'équivalent ailleurs. On a aussi une dynamique de création d'entrepôts de données qui a été en particulier renforcée par l'appel des nouveaux entrepôts de données de santé qui a été annoncé en janvier avec le deuxième vague de lauréats. Essentiellement, ce sont des hôpitaux qui sont lauréats ou des regroupements d'hôpitaux, mais il y a aussi des entrepôts de données de santé qui sont des entrepôts de données de ville, par exemple la médecine de ville ou les pharmacies. Et puis après, on a beaucoup de cohortes et de registres qui sont malheureusement très hétérogènes, mais qui sont quand même aussi des bases qui sont des bases de données qui ont été structurées pour la recherche et qui donc ont une qualité intrinsèque. Le problème, c'est qu'évidemment, on a une exploitation de ces données qui est encore beaucoup trop en retrait par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et alors, je vais aller vite sur les constats parce que vous les connaissez tous. Les bases de données sont d'abord cloisonnées, peu interopérables et manifestement assez peu visibles. Donc, personne ne sait où trouver des bases de données avec telle ou telle information. On a aussi des délais d'accès qui sont absolument pas du tout intéressants, ni pour le public, ni pour le privé, puisque vous pouvez aller de 10 à 12 mois simplement pour avoir un accès aux données du SNDS à partir du moment où vous avez eu l'accord CNIL, ce qui veut dire qu'à cause d'un embouteillage fort au niveau de la CNAM, eh bien, si vous cumulez tous les délais, vous avez des données qui peuvent arriver à peu près entre 18 et 24 mois après la demande, ce qui veut dire que pour une thèse, un doctorant qui viendrait faire une étude en thèse, eh bien, c'est absolument pas envisageable de le mettre face à des données après 24 mois de début de thèse. Donc, il n'y a pas que dans le privé que c'est un gros point névralgique. Ça suscite énormément de frustration parce que on va avoir de la redondance dans les comités éthiques et scientifiques, par exemple. Il peut y avoir des comités éthiques et scientifiques locaux, mais on demande quand même de repasser par le CESRES. Il va y avoir des incompréhensions sur des décisions du CESRES. Il peut y avoir aussi des délais CNIL, quoique eux sont très réglementés. Et puis, les interrogations sont encore plus marquées à l'heure actuelle où il va y avoir la mise en place de l'EHDS et des HDAB ou du HDAB qui doit se profiler. La suite des constats, c'était pour nous que les partenaires sont extrêmement peu coopératifs. Ça décourage énormément de porteurs parce que on a un déficit de confiance entre le producteur de la donnée et celui qui va l'opérer finalement. Et ça frustre tellement que finalement les gens vont chercher les bases de données à l'étranger. On a quand même eu des réalisations, on ne peut pas nier les avancées du Health Data Hub, par exemple, la reconnaissance internationale du HDH, en particulier au niveau européen, puisqu'il porte des missions au niveau de l'espace européen des données de santé. Donc, il y a quand même des choses qui sont en train de se structurer, mais malheureusement, il y a quand même eu une frustration, en particulier à cause de l'hébergement du HDH. Mais pas que. Typiquement, quand vous avez des entités comme les universités, l'INSERM ou le CNRS qui veulent faire un partenariat avec un hôpital, eh ben, c'est des contractualisations longues, c'est des conditions très compliquées. On essaye de faire ceinture bretelle pour éviter d'être borderline sur RGPD ou autre loi, etc. Ce qui fait que ça prend des proportions, des disproportions qui sont absolument intolérables. Et puis, pour couronner le tout, il y a plein d'initiatives publiques qui poussent un peu partout et sans coordination interministérielle, ce qui fait qu'on va avoir des redondances. On va avoir, par exemple, le catalogue Fresh des cohortes et registres pilotés par le MESR avec comme bras opérateur l'INSERM. Et puis, le même catalogue ou espèce de catalogue piloté par le HDH, enfin, piloté par le ministère de la Santé et opéré par le HDH. Tout ça, c'est de l'argent France 2030, hein, y a pas c'est la même source. Et donc, l'idée, ce serait d'arrêter d'avoir des initiatives qui ne soient pas
coordonnée. Alors, si je devais retenir trois orientations que le rapport a mis en avant, la première, c'est alléger la réglementation et faire confiance. Faire confiance à l'acteur qui va travailler sur la donnée, parce qu'a priori, le responsable de traitement, c'est lui qui sait pourquoi il a besoin des données et il n'y a pas besoin de remettre en cause sa demande de données, étant donné que il, enfin, il a une idée de ce qu'il cherche, mais il ne le sait pas encore, donc il n'a pas encore trouvé, sinon ce serait un peu bizarre. Et donc, essayer comment dire, relaxer un peu la contrainte de la minimisation est importante et laisser aux porteurs de projet faire cette minimisation pour que les choses aillent plus vite. Et donc faire confiance. Faire confiance entre acteurs publics, où on arrête les contrats entre une université, un hôpital public, etc. Il n'y a plus besoin de contrats, ce sont tous des partenaires, enfin ce sont tous des opérateurs publics. Et donc, ça va permettre de fluidifier énormément et du coup de se concentrer sur les partenariats publics-privés sur lesquels il faut aussi avoir confiance et proposer des contrats types sur lesquels tout le monde va se baser, qu'on aura co-construit ensemble et qui vont permettre aussi de nouveau de fluidifier tout ça. La deuxième recommandation qui nous paraissait importante, alors je passe peut-être le fait de revoir l'hébergement du HDH. Ça, c'était évidemment des recommandations préliminaires, mais ce n'était pas le cœur de ce que nous proposions. La deuxième série, c'est un pilotage important et un vrai pilotage interministériel. Actuellement, donc je vous l'ai dit, il y a quand même des initiatives intéressantes, mais qui foisonnent de manière non coordonnée. Et donc, ce que nous avons proposé, c'est que le comité stratégique des données de santé reprenne une position de décision. Donc, que ce soit une entité qui soit une entité forte, pas simplement de concertation, mais vraiment de proposition de décision qui serait actée par les ministres. Et ce COSTRAT doit vraiment être interministériel, c'est-à-dire avec le ministère de la Santé, qui va gérer la partie hospitalière, mais avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui va, avec l'INSERM ou les universités, gérer les parties cohortes. Et puis, avec le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et de la Souveraineté, parce qu'on a besoin d'argent et que ce qu'on met en place doit être financé, et en particulier le financement des entrepôts de données de santé. Et donc, avoir une décision interministérielle forte et un seul et unique opérateur, c'est-à-dire une fois que la décision est prise, le HDH prend acte de cette décision et met en place la recommandation qui aura été proposée et décidée. L'idée, c'est véritablement que le HDH porte avec lui le pilotage opérationnel de l'écosystème, ce rôle fédérateur garant du partage des données avec une mise en visibilité des données, une standardisation des normes d'interopérabilité, un accompagnement aussi renforcé des porteurs de projets dans les démarches réglementaires qui sont parfois difficiles et qui pourraient aussi, au regard de maintenant l'ouverture à l'Europe, nécessiter un peu plus d'accompagnement. Et puis, d'être dans un rôle de nœud central où les demandes arrivent et qu'ils soient en capacité de répartir sur le territoire éventuellement des demandes qui arriveraient sur des territoires un peu particuliers. Je pense par exemple à Hugo qui est un mini Health Data Hub sur le territoire de Grand Ouest. Et donc, on pourrait penser que si finalement il n'y a pas nécessité d'avoir une agrégation de données au niveau national, mais simplement au niveau régional, alors c'est plusieurs régions, hein, eh bien, que ce soit Hugo qui gère la demande. Enfin, si elle remonte directement de la région, elle reste à Hugo. Si elle arrive d'ailleurs, eh bien, le HDH pourrait réorienter. Donc ça, ce serait la deuxième chose, donc renforcer le pilotage stratégique avec une instance de décision et un bras opérationnel. Et puis, la dernière recommandation, ce serait, à mon avis, de clarifier les règles d'accès et de reconnaissance scientifique aussi et de financement qui sont autour de ces bases de données, parce que pour l'instant, les bases de données ont évidemment
tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, eh bien, payer pour voir, c'est pas possible. Par contre, si on a un référencement dans un catalogue, ce qui est proposé par le HDH, eh bien, l'idée serait véritablement de se dire, on a une grille tarifaire, on connaît les règles, on sait les délais d'accès, mais on sait aussi quelles sont les conditions pour que les personnes qui ont contribué puissent être reconnues à leur juste valeur, parce à l'heure actuelle, malheureusement, des gens qui prennent du temps et de l'expertise pour collecter des données, les mettre en qualité, c'est absolument pas reconnu pour leur progression de carrière. Et ça, c'est un frein au partage aussi parce elles se sentent expropriées de leurs données dès qu'elles les ouvrent. Elles n'ont pas eu le temps d'en profiter pour publier et pour justement faire valoir la qualité de leurs recherches à partir de la base de données. Et donc être en capacité de dire, bon, ben, ça vous coûtera ça, mais aussi vous devez reconnaître avec des citations, il faut s'arranger, hein, mais en cohérence avec les recommandations internationales. Et bien avec tout ça, on pourrait valoriser davantage les personnes qui font ce travail difficile parfois, laborieux souvent, de mettre des bases de données en place et surtout des bonnes bases de données de qualité. Ok, merci Stéphanie. Il nous reste peut-être juste 3 minutes pour que tu nous dises, tu as coordonné un livre blanc sur les données artificielles et ce matin, on en parlait sur le rôle que pourra avoir l'intelligence artificielle, sous l'angle du droit d'ailleurs, dans le cadre de la recherche clinique. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que sont les données artificielles, puisqu'on entend beaucoup parler, données artificielles, données synthétiques, données générées, à quoi ça sert et les principaux enjeux, selon toi, dans le cadre de l'apport de ces données artificielles dans la santé. Tu as juste 2 minutes, excuse-moi. Oui, non, non, je suis désolée, j'étais longue sur le rapport. Donc, les bases de données artificielles, ce sont des données qui ont été générées à partir de modèles mathématiques qu'on a implémentés numériquement et qui reproduisent des caractéristiques de population qui ont été observées ou qui sont connues. Les battements d'un cœur, il n'y a pas besoin d'observer, on sait comment marche la mécanique, on est capable de générer bien, des cœurs qui battent à partir de modèles mathématiques. Ça, si je prends quelques caractéristiques, je fais générer un cœur qui bat, et bien c'est une donnée artificielle, elle ne correspond à personne. On peut le faire de la même manière à partir de l'observation statistique d'une population et créer des patients qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, ça, c'est les données artificielles. Les données synthétiques, alors, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est il fait un petit peu référence aux cohortes synthétiques que la FDA a nommées comme ça, qui font référence au bras de contrôle externe dans les essais cliniques où en fait on prend des patients rétrospectifs qu'on agrège différemment, donc des patients d'un essai A avec des patients d'un essai B, on les met, on en prend X dans l'un, Y dans l'autre, et on les met tous ensemble pour faire une nouvelle cohorte, X plus Y, avec des caractéristiques qui étaient celles des patients antérieurs. Mais ça reste des vrais patients. Les bases de données artificielles, ça ne sont pas des vrais patients, c'est des faux, des personnes qui n'existent pas et qu'on crée, mais qui ont les mêmes caractéristiques que la population d'observation. Ok, et une question, ce matin, sous l'angle juridique, on indiquait qu'on parlait beaucoup d'anonymisation dans le texte européen sur les données de santé. Est-ce que tu penses que l'IA générative et les données artificielles peuvent apporter une pierre à l'anonymisation dont beaucoup se posent la question de dire que, en effet, l'anonymisation classique, peut-être que ça n'existe pas. On pourrait peut-être penser que les données artificielles vont apporter une brique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, s'il te plaît? Alors oui, il y a des technologies qui sont en train d'être déployées pour faire de l'anonymisation de bases de données. Les cohortes artificielles, ça en fait partie. Il faut vérifier hein, quand même. Ça demande toujours mathématiquement de vérifier que, on n'est pas capable de réidentifier les personnes qui ont été utilisées pour comprendre les caractéristiques de la population. Donc on prend un groupe, on l'analyse, on en extrait les caractéristiques. De ces caractéristiques, on régénère un nouveau groupe. Là, arrivé à ça, si ce nouveau groupe est suffisamment éloigné du groupe initial, eh bien, on aura des méthodes d'IA génératives qui seront en mesure de générer des populations. Elles ne sont même pas anonymes puisqu'elles ne correspondent à personne. Écoute, je crois que c'est très clair, Stéphanie, donc merci beaucoup. Reste avec nous le temps que tu peux et puis on va enchaîner. Alors, du coup, on est sur les données, donc je vais passer la parole à Rémi. L'industrie pharmaceutique
évidemment, elle a des enjeux majeurs parce que, juste pour redonner quelques chiffres, hein, tu nous les redonneras évidemment, mais la mise au point d'un médicament, c'est entre 10 et 12 ans, des fois on va un peu plus loin même, enfin depuis le départ jusqu'à la fin, hein. Et puis c'est plusieurs milliards d'euros, donc on voit bien que toutes les nouvelles méthodologies de recherche clinique, notamment qui sont débattues aujourd'hui dans le groupe de travail animé par l'AIS, on voit que ça va pouvoir peut-être permettre de diminuer le temps et les coûts, évidemment, au service de meilleurs soins de la population. Et donc, évidemment, pour tous ces essais cliniques, Rémi, il y a des données que vous générez, mais des données aussi que tu vas peut-être aller chercher ailleurs. Et moi, ce que j'aurais voulu que tu nous expliques, c'est ton point de vue d'industriel, de nous dire le partage des données, comment ça marche, où est-ce qu'on les trouve, parce que Stéphanie nous a dit tout à l'heure que dans le rapport Jérôme Marchand-Henriet, on ne savait pas bien où étaient les bases, que c'était compliqué d'y accéder. Est-ce que c'est des éléments que tu partages? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et je te poserai une question sur les rachats de databases tout à l'heure. Bonjour à tous, écoutez, merci de l'invitation. Alors, je vais déjà dire ce que je ne suis pas. Donc, je ne suis pas poète de la technologie ni de la souveraineté. Je ne suis pas biologiste, à l'instar des gens qui sont autour de moi sur la table. Je travaille dans une big pharma, donc je suis désolé, et en plus suisse. Donc, je pense que j'ai tous les défauts pour venir échanger sur certains sujets. C'est grave. Non, là, je peux continuer, ça vous... Dominique est parti. Par contre, j'ai des conflits d'intérêts. Je vais les déclarer tout de suite. La production scientifique est un conflit d'intérêt majeur chez moi. Je pars du principe que toute donnée doit être utilisable en science et utilisée en science, sinon ça peut être potentiellement criminel. Et donc moi, mon équipe, là où je travaille aujourd'hui, mon existence est liée à la production de données scientifiques. Donc s'il n'y a plus de données, il n'y a plus de science, j'ai plus d'existence. Donc c'est un conflit d'intérêt personnel majeur sur le désir qu'il y ait plus de données pour plus de science. Et alors, je pense que déjà pour remettre le contexte, tu as raison, tu en as parlé, je pense que la demande en données augmente. On est dans une situation aujourd'hui où il faut toujours plus de données, plus de preuves. On est dans des designs parfois extrêmement complexes d'essais cliniques où là aussi il faut plus de données, plus de preuves. Et moi personnellement, je suis aujourd'hui un peu inquiet qu'on soit capable, alors j'espère que l'espace européen des données de santé me fera mentir, mais je suis inquiet qu'on ne soit pas capable d'être en face de cette demande. Et il ne faut pas que des réglementations pour être en face de la demande, il faut des données. Alors je veux aussi rappeler un point important. Dans toutes les productions scientifiques aujourd'hui, moi je fais, et que j'ai fait même dans un contexte public, dans une vie passée, les données sont généralement fabriquées pour répondre à la question. Dans plus de 90% des cas, on produit des données qui sont faites pour répondre à une question. Le cas où on réutilise des données qui ont été faites pour faire autre chose, c'est moins de 10% des cas. Alors après, il y a des usages statistiques qu'on peut faire assez simplement, mais c'est quand même... Voilà, donc si on veut produire une donnée scientifique de qualité, il faut des données de qualité. Et aujourd'hui, la majeure partie des sources de données sont fabriquées pour répondre à cette question, parce qu'il y a énormément de biais, de complexité à l'interprétation des données, hors du champ de leur production, etc., qu'il faut pouvoir s'accommoder. Donc ça, c'est pour poser un peu le décor et se rappeler quand même que l'utilisation secondaire, certes, mais ce n'est pas le cas d'usage numéro un, ou en tout cas la manière dont la science aujourd'hui est produite. Donc moi, je vais essayer de vous partager quelques éléments de ma fenêtre, parce que moi, ça fait que 5 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans la partie scientifique médicale, certes, mais c'est quand même assez récent, et donc j'ai eu moi-même un certain nombre d'observations dans cette industrie. Alors c'est une grosse industrie, évidemment, et puis on a une culture de la grosse industrie qui est, on va dire parfois française, mais pas que, qui une vision, en fin de compte, qui parfois, et même moi, je pense que j'ai une vision encore naïve. Donc premier chiffre, quelques chiffres d'abord. On est dans une industrie extrêmement compétitive. Moi, quand je suis arrivé chez Roche il y a 4 ans, on m'a dit 75% du chiffre d'affaires a disparu dans 3 ans. Je suis d'accord, et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouvelles molécules qui arrivent, on a un pipeline énorme, et il y aura 90% qui n'iront jamais à l'homme. D'accord, donc là on a tous les éléments pour se dire qu'on va réussir, mais pour autant il y a quand même une incertitude majeure et donc une capitalisation des investissements qui est évidemment énorme. Pour réussir, on est quand même aujourd'hui, on soigne des maladies qu'on espérait ne pas sauver il y a encore 10 ans, soigner il y a encore 10 ans. Donc on est sur de l'innovation permanente. Alors les modes d'action se diversifient, on va jusqu'à la thérapie génique, reprogrammation de certaines molécules du système immunitaire.
vous l'avez vu pendant Covid, des innovations majeures aussi qui ont explosé, mais qui posent un certain nombre de questions en vraie vie et qui posent la vitesse à laquelle les choses font qu'il y a à cette vitesse, il y a en face plein de questions sur lesquelles il faut encore se poser, et c'est là où moi, mon équipe en tout cas, travaille. Mais si je reviens sur les chiffres, donc si je regarde le budget de l'Europe en matière de programmation santé R&D, il est de 5,3 milliards sur 6 ans, ce qui était une augmentation énorme par rapport aux années précédentes. Et l'enveloppe, si on regarde l'enveloppe des crédits des GOS, par exemple, dédiés à la recherche clinique, était de 2,8 milliards pour environ 3000 projets. Si je regarde l'investissement de Roche en R&D, c'est 15 milliards pour 80 molécules. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour dire. C'est pour dire, en fait, sur certains sujets, les investissements sont monstrueux parce qu'on n'a plus le choix. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Découvrir des nouvelles voies. Alors, heureusement qu'il y a encore de la biologie, de la paillasse, qu'on arrive avec de la bonne méthode à trouver mais parfois, et puis quand on voit les capacités computationnelles qu'il faut maintenant aligner pour commencer, on se dit, c'est pas si simple en fait, et il faut pouvoir. Et après, il y a le développement clinique, dont je vous en ai déjà parlé. Temps d'exploitation, 9 ans à peu près, c'est ce que nous donnent aujourd'hui les règlements européens. Mais en fait, si on regarde dans la vraie vie, 9 ans, en pratique, ça n'arrive quasiment plus. Si je regarde moi en oncologie, l'oncologie, aujourd'hui, la moyenne d'exploitation, quand vous arrivez au marché, si vous avez la chance d'y arriver à la fin de la phase 3, c'est 3-4 ans dans les cancers du poumon, parce qu'il y a plein d'innovations qui sont en train d'arriver. C'est une bonne chose. Et c'est un environnement qui est très compétitif. On l'a voulu comme ça, on l'a fabriqué comme ça, mais ça fait qu'il y a beaucoup d'innovations, et c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Donc, qui dit beaucoup d'innovation dit effectivement un certain nombre de questions qui vont être répondues pendant les essais cliniques, qui sont aujourd'hui quand même dans la majorité des cas très classiques. Les essais cliniques innovants avec des approches, que certains disent, pas toujours faciles à appréhender. Il n'y en a pas quand même tant que ça. Mais pour autant, effectivement, ces questions se posent. Donc, en corollaire, en fait, des questions qui vont se poser dans les essais, où on peut avoir des approches pour accélérer, pour essayer de pallier à des manques de patients, etc. On a quand même une tendance dans l'essai clinique à calibrer l'essai clinique pour qu'il soit extrêmement caractéristique de la pathologie qu'on veut soigner. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous avez une maladie qui peut jouer sur le système immunitaire et que vous êtes en train d'essayer de tester une immunothérapie, vous avez une tendance à ne pas prendre des diabétiques, par exemple, ou des personnes trop âgées avec un système immunitaire affaibli dans un essai clinique, puisque vous voulez observer l'effet du produit chez quelqu'un qui a... Voilà. Après, ça ne vous empêche pas de faire d'autres essais cliniques, mais en tout cas, ces questions-là, évidemment, vous avez une caractérisation très forte d'un certain type de patient, mais je dirais même d'un certain type de maladie. Parce qu'en fait, ce qu'on veut absolument observer, c'est une maladie, et regarder l'effet des produits sur cette maladie. Et quand vous avez ce type d'essai très caractéristique, il vous reste plein de questions en fait. Il vous reste des questions de comment cette connaissance de l'essai clinique, j'arrive à la transposer sur des populations qui ont peut-être des comorbidités, sur des populations plus vieilles, sur des populations françaises, parce que parfois l'essai clinique est fait sur des essais internationaux et vous n'avez pas forcément le comparateur français. Donc il vous reste un certain nombre de questions, mais il vous reste aussi d'autres questions. Par exemple, je vous en ai laissé quelques-unes. Pourquoi certains patients réagissent beaucoup mieux que d'autres aux immunothérapies? Ça, ces questions-là, on sait en répondre à une partie, mais pas. Il y a ce qu'on va appeler les patients qui vont réagir de manière extrêmement... ils vont être très résistants à l'immunothérapie et des gens qui vont réagir très, très, très bien. Pourquoi certains types de cancers y réagissent pas d'autres? Est-ce qu'il est aussi efficace d'utiliser une immunothérapie après une chirurgie ablatrice ou pas? Est-ce que mon produit est très efficace pour des cancers du poumon avec une mutation d'un gène particulier? Est-ce que ce sera le cas dans d'autres types de cancers? Vous voyez, c'est tous ces types de questions dont on ne peut pas forcément toujours répondre dans l'essai clinique, même si on arrive à répondre à certains types de questions. Et donc la question qu'on se pose, nous, industriels, c'est ces questions, on peut y répondre par d'autres moyens, et parfois par l'approche des données virales notamment. Du coup, dans les 3 minutes qui restent, l'accès aux données, l'échange. Parce que sinon, tu vas être frustré. C'est vrai. Bon, et nous aussi, surtout. L'accès aux données, l'échange. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il peut y avoir une seconde vie à toute donnée. Mais je suis très stringent sur le côté seconde vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données sont constituées généralement pour répondre à un objectif donné. D'ailleurs, en France, on a été très éclairé de mettre un CESRES pour s'assurer que les données de l'assurance maladie qui sont complexes à interpréter ne sont pas utilisées n'importe comment. Mais en fait, cette logique, elle vaut pour toute base de données. Chaque
producteur de données sait a priori comment les données ont été constituées, comment elles ont été interprétées, comment elles ont été collectées et comment a priori elles pourraient être ou pas utilisées. Donc ce point-là, il est super important. Après, moi, encore une fois, je vais vous donner quelques exemples. Une histoire voilà, qui s'est passée il y a 5 ans chez Roche. On a un produit qui arrive dans les cancers du sein, HER2+, donc avec hormonodépendant, dans lequel effectivement on s'est aperçu que puisqu'il n'y avait pas de traitement spécifique pour ce type de cancer, la lecture d'anatomopathologie du type de cancer en France n'était pas, enfin, il y avait une variabilité de qualité de la lecture. Donc nous on a travaillé avec l'Association française d'anatomopathologie pour essayer de les aider à développer des algorithmes qui leur permettent en fin de compte d'aider les centres qui n'étaient pas encore au niveau de cette lecture-là. Depuis ça a été corrigé et ça a permis de... Voilà. Et par le truchement du partage de certaines données, oui. En fait ça permet assez simplement à un système de santé de s'adapter, parce qu'en fait, à chaque molécule qui arrive, on a des sujets diagnostiques. On va avoir des sujets de pouvoir identifier le type de cancer dans de la radiologie, et on a des images, parfois, dans les essais. Et c'est ces données-là, alors quand on n'a pas d'utilité propre, ça peut arriver, des industriels développent des approches biomarqueurs pour pouvoir stratifier les patients, pour pouvoir mieux les sélectionner et mieux anticiper donc, les aspects diagnostiques. Mais quand on n'a pas d'intérêt propre à développer ce type d'algorithme, les mettre à disposition d'une communauté qui le fera, en fin de compte, c'est gagnant-gagnant, on va dire, pour la communauté, mais aussi pour le produit s'il arrive sur le marché, en fonction de l'essai clinique. Merci Rémi. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la partie des petits noms barbares dont on parlait tout à l'heure, mais bien sympathiques. Donc, pour nous en parler, Lionel Colliandre et puis Thomas, on va commencer par Lionel. Tout à l'heure, on parlait de chimie computationnelle et de drug design. Et donc, du coup, moi, j'avais 2 questions. La première, la chimie computationnelle, c'est quoi? Le drug design, on voit à peu près ce que c'est, mais ça sert à quoi? Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 1 ou 2 exemples de molécules ou d'avancées thérapeutiques qui sont issues du drug design que tu aurais mis en œuvre? Et ensuite, j'en viens à toi, Thomas. Pardon. Et si je te passe un micro, ce serait mieux. Merci. Merci Jean-Louis pour ces questions et merci de Nathalie et tout le comité de m'avoir invité à cette table ronde. Pour répondre à ces questions, je pense que c'est très bien d'y répondre après l'intervention de Rémi, puisque finalement, Rémi, ce que tu nous as expliqué, c'est vraiment la partie essai clinique et la partie développement. En fait, toute la partie chimie computationnelle, toute la partie drug design, est en amont de ça. C'est vraiment toute la partie de recherche précoce d'un médicament. Toute cette partie-là, quel est son but? C'est de partir d'un espace chimique qui est monumental, qui est au-delà du nombre d'étoiles dans l'univers, qui correspond au nombre de molécules qu'on peut synthétiser à la paillasse, et essayer de trouver le médicament, la molécule qu'on va pouvoir amener aux phases cliniques. La chimie computationnelle, c'est l'utilisation d'ordinateurs, des moyens computationnels pour faire ce filtre. Et pour ça, on utilise l'IA, et l'IA est devenue un des nouveaux outils de chimie computationnelle, mais on fait de la chimie computationnelle depuis plus de 30 ans, et j'allais dire un modèle linéaire pour essayer de voir si une molécule ou la modification d'une molécule va permettre d'améliorer son activité. Faire un modèle de régression linéaire, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et maintenant, on en arrive à utiliser les modèles de langage, les modèles, les auto-encodeurs, etc. etc. Donc, mais voilà. Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce que ça fait gagner du temps? Alors, l'idée, c'est de gagner du temps. Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est essayer de ne pas en perdre. C'est-à-dire que essayer de filtrer en amont avant que l'humain et l'expertise humaine soient utilisées, l'expertise du chimiste médicinal, l'expertise du biologiste permettent de faire finalement le filtre final des molécules qui vont vraiment être créées à la paillasse. C'est utiliser ces modèles-là pour filtrer les molécules dont on sait pertinemment qu'elles ne seront pas actives. Et donc c'est gagner du temps par le non-test de molécules dont on sait pertinemment qu'elles ne fonctionneront pas.
Donc ça, c'est à l'heure actuelle. Effectivement, l'idée, c'est avec ça, gagner du temps, tester moins de molécules à la paillasse, tester moins de molécules en biologie, aller plus vite, amener plus vite une molécule vers les tests biologiques, vers les tests in vivo et les phases précliniques pour aller gagner du temps sur cette phase précoce et la réduire de 3-4 ans à la réduire à 18 mois, 12 mois. Et est-ce que tu aurais un ou deux exemples qui ne seraient pas couverts par le secret industriel ou Malheureusement, c'est non. compliqué. Bon, alors je vais poser la question différemment, excuse-moi. On a vu il y a quelques mois une publication sur la découverte d'un antibiotique. C'était une molécule dont on ne soupçonnait pas qu'elle pourrait avoir des propriétés contre le staphylo ou le strepto, je ne sais plus. Et en fait, cette intelligence artificielle a permis d'aller mettre la clé dans la bonne serrure. Moi, je reprends toujours cette expression-là parce que voilà. Et puis, on a vu tout de suite qu'elle n'aurait pas peut-être trop de toxicité, donc évidemment il faudra confirmer tout ça sur l'homme, mais est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui est parlant et qui est crédible? C'est parlant, c'est crédible, c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est juste que les nouveaux modèles, les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle nous permettent de le faire mieux, nous permettent de le faire à partir de beaucoup plus de données, et donc de le faire avoir des modèles prédictifs avec une plus grande précision. C'est des choses qu'on n'aurait très certainement pas pu faire précédemment parce qu'on n'aurait pas pu entraîner les modèles avec autant de données. Mais j'en reviens au problème de la qualité de la donnée. C'est la qualité de la donnée qui a permis, et c'est l'agrégation de différentes bases de données, si je me souviens bien de ce papier, qui a permis d'avoir les données pour faire ce modèle-là. Mais ce genre de modèle-là, c'est des modèles conceptuellement, c'est des modèles c'est des approches qu'on utilise depuis plusieurs années. Maintenant, c'est des modèles de langage large qui, effectivement, les algorithmes sont arrivés beaucoup plus récemment et permettent d'avoir une meilleure précision. Ok, pour finir sur ce sujet-là, bon, j'ai dit tout à l'heure, l'IA c'est aujourd'hui, mais en fait, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on n'a pas de molécules qui sont sur le marché, qui sont issues du drug design tel qu'on l'entend aujourd'hui. On n'est pas encore passé à la phase humaine. Alors si, on est passé. Il y a un papier qui est sorti il y a un mois de ça, qui essaye justement de rentrer dans cette question-là, et ce papier est totalement débattu et contredit. Donc c'est vraiment un débat qui est totalement ouvert. Mais on n'a pas eu d'AMM encore, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas eu d'AMM. Pardon, d'accord. Il n'y a pas eu d'AMM. Le papier retrace. Je n'ai pas été assez précis. Pardon. Non, vas-y. Il n'y a pas eu d'AMM. Ce papier-là retrace différents composés qui sont arrivés actuellement je crois que c'est la phase 2. Mais il y a tout un débat qui est extrêmement intéressant autour de ce papier-là, parce que qu'est-ce que l'IA a amené sur ces composés-là? On est d'accord. Et l'IA est là pour, finalement, j'ai parlé du drug design, et permettre de sélectionner les modifications qu'on va faire sur les molécules et synthétiser les bonnes molécules le plus vite possible. Mais il y a aussi toute une partie de l'IA qui s'attache à trouver et sélectionner la bonne cible thérapeutique. C'est ça. Et ce papier-là soulève aussi la question des cibles qui sont utilisées et qui sont mises en avant avec des composés IA, mais sur des cibles qui sont beaucoup plus anciennes et qui n'ont pas été trouvées par l'IA. Donc, où est l'IA? Il y a tout un débat, mais on commence à avoir 6-8 ans de recul pour commencer à avoir quelques composés sur les premières phases cliniques qui nous permettent d'entrer dans ce débat-là. Oui, on a besoin de preuves scientifiques et d'honnêteté scientifique pour savoir justement quelle est la valeur de ces technologies. Totalement. Thomas, si tu veux bien, quand on préparait la table ronde, on disait que l'intelligence artificielle, dans ce domaine, c'était sûrement une technologie duale. Tu as même dit, parce que je trouvais que c'était intéressant, que ça gommait la frontière entre les grosses molécules et les nouvelles molécules. Alors du coup, ça me donne l'occasion de peut-être qu'on précise pour la salle en 2 mots ce qu'est une grosse molécule et une petite molécule, parce qu'on entend beaucoup parler de tout ça, et c'est vrai que les frontières se diminuent. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ça, et je te pose une autre question après? Bon.
Alors, très rapidement, oui, la majorité, et je pense que Lionel, c'est les molécules qu'il connaît le mieux. Les principaux médicaments utilisés sortent de la famille de ce qu'on appelle des small molecules. C'est l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres molécules qui sont des molécules qui n'ont pas un nombre d'atomes très élevé, on va dire. Et une autre famille qui se développe de plus en plus, qu'on a vu pendant le Covid de façon très importante, qui est la famille dite des biologics, qui sont souvent des molécules beaucoup, beaucoup plus grosses. Donc vous en avez entendu parler, les vaccins ARN sont des biologics, puisque l'ARN est une molécule biologique. Et une autre dont vous avez sûrement entendu parler, c'est les anticorps. Les anticorps sont des très grosses, pas très grosses, assez grosses molécules biologiques. Et c'est vrai que la nouveauté avec l'IA, c'est que maintenant, alors moi je dirais que dans le monde, donc moi je suis plutôt du monde alors je suis un informaticien, hein, j'ai fait de l'IA principalement, mais je travaille à l'INRA, qui est un institut de recherche qui a des liens avec la santé, l'alimentation, l'environnement, l'agriculture aussi, mais bon, je ne fais pas d'agriculture. Et du coup, j'ai une biculture informatique et biologie, on va dire. Et clairement, l'IA a bouleversé, on va dire, moi je dirais. L'IA, et je préfère dire le deep learning, parce que l'IA c'est très vaste, il y a beaucoup de domaines, mais le deep learning a bouleversé le monde des gens qui, depuis 1980, on va dire, essayaient avec beaucoup de difficultés de concevoir. Donc c'est pas du tout un filtre, comme décrit Lionel, où on va chercher un gigantesque catalogue de molécules, on va essayer de les filtrer. Là, on travaille sur un modèle numérique de molécules on va demander à une IA générative de synthétiser la molécule, et on peut lui demander de synthétiser des biologiques, donc des choses qui ressemblent à des anticorps typiquement, mais beaucoup plus petits, un peu plus gros qu'une petite molécule, mais beaucoup plus petit qu'un anticorps. Et quand on veut dire beaucoup plus petit, ça peut être aussi beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à administrer, beaucoup moins cher à produire. Et ça reste une molécule naturelle, donc l'espoir derrière tout ça, c'est que les effets secondaires et les effets de toxicité et de réaction du système immunitaire seront plus faibles. Donc toujours pas d'AMM dans le domaine, il y a des petites protéines de ce style qui avancent dans le pipeline des AMM, mais voilà, l'IA a révolutionné les choses dans le sens qu'elle nous permet d'imaginer, comme on imagine une image avec DALL-E, elle nous permet d'imaginer des molécules de taille à peu près continue entre des molécules qui, on va dire, les plus petites qu'on fait. Elles doivent avoir aux alentours de 50 fois 1000 atomes. Ça, c'est tout petit. Et puis, les anticorps, c'est beaucoup plus. Ils vont avoir des dizaines ou des centaines de... il faudrait que je calcule pour savoir. Mais c'est typiquement 5-6 fois plus d'atomes que ce qu'on fait avec ces modèles d'IA. Donc c'est une vraie révolution. Et pour revenir sur le discours de mon collègue, j'ai l'impression que l'IA est en train de révolutionner la science en général. Une des grosses activités des scientifiques, c'est d'accumuler des données. Ils sont intéressés par un phénomène et ils accumulent des données. Ils n'accumulent pas des données pour un but précis. Ils accumulent des données pour mieux connaître leur phénomène. Et en fait, maintenant, l'IA arrive sur ces données. Et il y a des utilisations secondaires massives. Donc nous, tous les modèles d'IA génératifs qu'on utilise pour générer des petites protéines thérapeutiques comme ça, et on ne fait pas que des protéines thérapeutiques, on fait d'autres protéines aussi, elles s'appuient sur des bases de données qui ont été produites par des scientifiques qui les ont mises dans le domaine public depuis 50, 60 ans. On est très content de les utiliser pour entraîner nos IA. Et c'est vrai que la question qu'on a discutée avec Lionel, c'est, moi je me dis, cette zone de design de molécules thérapeutiques est une zone où la législation actuelle va assez peu nous embêter, elle va assez peu nous contraindre, parce qu'on ne manipule pas de données personnelles. Moi je ne manipule jamais de données personnelles, je manipule des plans avec des atomes, des compositions chimiques, Et du coup, la question que je me suis posée en écoutant les exposés de ce matin, on voit bien que cette frontière entre données personnelles et non personnelles, en fait, il y a des données non personnelles qui seraient affectées par ces lois. Mais soyons clairs, pour moi, une protéine, j'en fais qui ont des applications thérapeutiques, et avec exactement le même processus, je vais en faire une autre qui a des applications industrielles, qui va catalyser une réaction chimique pour
pour blanchir le papier, pour simplifier par exemple, ou pour plein d'autres applications. C'est exactement le même procédé. Une est thérapeutique, l'autre est absolument non thérapeutique. C'est une technologie duale hein, qu'on a entre les mains. Elle est d'ailleurs potentiellement dangereuse. C'était un truc que soulèvent mes collègues américains. Ils nous ont invités à signer un agrément, on va dire, parce que les protéines, il y a des protéines très toxiques. Hein. La botuline, c'est une des toxines les plus puissantes qui existent. Donc, on peut aussi utiliser ces technologies d'IA pour éventuellement faire des choses pas sympathiques. Voilà, pas sympathiques du tout. On pourrait concevoir des toxines, des virus, ce que vous voulez. C'est sans problème. 1 minute. 1 minute. Ben, moi, je veux bien revenir sur l'enjeu de souveraineté. C'est vrai que ces technologies, c'est des technologies fondamentales. Elles sont beaucoup développées aux États-Unis. Hein. Nos collègues américains sont les leaders dans le domaine. On a aussi dans Anity donc, à l'INRA et avec des collègues du CNRS développé des IA génératives pour les molécules comme ça. Mais il y en a un petit peu au Royaume-Uni, un petit peu en Israël, un petit peu en Allemagne, au Japon. Sans doute en Chine, mais c'est plus difficile à capter. Mais on voit bien que c'est typiquement le genre de technologie qu'on aurait envie de conserver et de développer dans un pays pour, en cas de pandémie, en cas d'attaque biologique, parce que ça pourrait arriver aussi, avoir les moyens de vite concevoir une molécule qui permette de répondre à ce genre de choses. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc on va passer le micro à Louis d'abord. Donc on va passer à Louis et Paul. Donc bon, il vous a pas échappé qu'en Occitanie, on est sur les terres de Bruno Vellas et que Bruno Vellas est très en avance. Le professeur Bruno Vellas est très en avance au niveau mondial, sur le vieillissement. Et donc du coup, on nomme ça comme étant des gérontosciences, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, pour faire le lien avec justement la compréhension des maladies par l'intelligence artificielle, Louis, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots de où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement dans l'apport de l'intelligence artificielle? Pourquoi elle nous permet de comprendre plus rapidement le mécanisme du vieillissement? Et est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Et après, Paul, on nous passe la parole tout de suite après. Oui, on va le faire à 2 voix. C'est-à-dire que je pense que c'est une problématique IA santé. En fait, ce dont il faut être conscient, c'est que vous êtes le résultat d'un fonctionnement entre des organes qui dialoguent. Et donc, c'est une interaction que vous avez, et ce n'est pas une addition. C'est la différence qu'on fait entre 5 plus 5, ça fait 10, et 5 fois 25, ça fait 25. Et donc, vous êtes là. Et en fait, je pense que ce qu'apporte l'IA en santé, c'est la façon dont ça prend en compte les interactions. Et la prise en compte des interactions, ce que classiquement jusqu'à maintenant on ne savait pas faire. Enfin, on ne savait pas faire. En tout cas, c'était compliqué. C'était plutôt des régressions, etc. Autrement dit, on était plutôt sur un système, si je fais très simple, additif. Là où en fait, on est sur un système multiplicatif. Donc ça, c'est le premier. Et à ce titre, je pense que là, on est devant un vrai changement de paradigme et une vraie rupture qui est une rupture qualitative. C'est-à-dire, c'est pas seulement on va plus vite, c'est qu'on fait différent. Le résultat qu'on a est différent. Donc ça, c'est la première vision macro. Après, ce qu'il faut savoir, donc si on revient sur les problématiques de vieillissement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les facteurs de risque des pathologies, en fait, vous avez tous entendu parler, par exemple, du cholestérol pour le sel, etc., etc. Il faut savoir que tous ces facteurs de risque, en fait, sont très faibles par rapport au facteur de risque majeur, qui est l'âge. Que ce soit pour des pathologies comme les maladies cardiaques, le cancer. Donc, si vous voulez, quand vous regardez le facteur de risque majeur à toutes les pathologies, c'est l'âge. Or, l'âge n'est pas étudié, ou pas vraiment. Et en fait, ce qui est la prise en compte de l'âge, c'est quand vous allez aller voir votre médecin il va vous regarder, il va dire, oui, lui, il a un look un peu vieux, là, ou il est plutôt jeune. Et donc, il va adapter, en fait, inconsciemment, hein, il va adapter le parcours de santé, il va adapter le traitement à l'impression, au ressenti, à l'analyse qu'il a de vous, sans critères objectifs. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à définir ce qu'on appelle l'âge biologique, contrairement à ce qu'on appelle l'âge chronologique. Et tout le monde sait très bien que voilà, quelqu'un qui, ah oui, on dit, lui, il fait 10 ans de plus, ou il fait 10 ans de moins. Et ça a un impact majeur en santé, puisque évidemment, un organisme plus jeune va mieux résister, donc il est en capacité en fait de mieux prendre en charge, je dirais, des agressions ou des traitements qui peuvent parfois être très... Donc voilà, on ne traite pas de la même manière un organisme jeune et un organisme âgé.
Donc la clé, c'est d'arriver à définir ça. Or, c'est quoi l'effet du temps, le déclin? Alors moi, il y a longtemps que je décline, on considère que dans l'espèce humaine, le début c'est 40 ans. Voilà, bon, faut savoir où c'est que vous êtes. Hein. Louis, passe, s'il te plaît, passe. Voilà, donc, non mais moi aussi, j'ai beaucoup passe. Et donc, ce déclin, c'est une somme d'interactions, une somme de dysfonctions. Alors quand je dis une somme de dysfonctions, c'est des dysfonctions qui interagissent entre eux. Vous vous rappelez, le 5 plus 5 et le 5 fois 25. Donc on est dans le 5 fois 25. Et donc, bon, ce qu'on a fait, alors il y a écho à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un financement, pas d'accès aux données françaises, et donc on est allé chercher une base américaine, 70 000 individus, avec 49 variables, sachant que ce que l'on a cherché à faire, c'est pour répondre à un échange que j'ai eu avec mon collègue tout à l'heure, c'est avoir des données dans la population générale, pour que ce soit pratique et utilisable par tous. Et les variables qu'on a pris en compte sont des variables en fait, que vous avez quand vous allez faire un bilan clinique. Hein. C'est la glycémie. Enfin, c'est des variables qui sont tellement simples qu'on les oublie, mais ça représente en fait une connaissance cumulée en médecine qui est que ces variables-là, si on les fait chez vous, c'est que derrière, on a analysé qu'elles étaient pertinentes et qu'elles étaient le reflet en fait d'un fonctionnement intégré de l'organisme. Donc des variables très simples, sauf que la somme de ces variables décrit les interactions que vous avez. Voilà. Et donc c'est sur cette base-là en fait qu'on a mis en place un pipeline. Je vais passer la main à Paul qui va expliquer rapidement. Et alors il y a une clé derrière. Donc quand je dis qu'il y a un changement qualitatif, il y a aussi, il faut voir que l'IA en santé est un outil d'investigation. Et c'est un outil d'investigation à deux conditions. Première condition, être en capacité d'avoir une explicabilité du résultat. Et c'est là où il est problématique, un certain nombre d'algorithmes, réseaux de neurones, etc., peuvent poser des questions. Parce que quelque part, et puis Paul, qui est professionnel de santé, expliquera aussi que quand vous avez un individu devant vous, vous n'allez pas lui dire « Ah, la machine a dit que vous n'allez pas bien. Okay ». Vous n'allez pas vivre très bien cette situation-là. Donc il faut une explication. Et la deuxième chose, il ne faut jamais oublier qu'une corrélation, ce n'est pas une relation de cause à effet. On est bien d'accord. Et donc voilà, donc je vais passer la parole à Paul qui va préciser. Paul, à toi. Un tout petit peu, merci. Louis Cassier a présenté les grands enjeux de tout cela. Alors, effectivement, il y a plusieurs manières de voir en fait l'IA en médecine, parce qu'on prononce le mot IA, on y met un peu tout derrière, et on voit au travers des applications qu'il y a une infinité de possibilités derrière. Les patients virtuels, comme on avait dit, en est une. Tout ce qui, de toute façon, est autour de l'IA générative, du deep learning, en est une autre. Et là, nous, on s'était concentré dans notre manière de réfléchir sur une partie du machine learning, c'est-à-dire une branche très statistique finalement de l'intelligence artificielle, pour analyser des jeux de données. Le but du jeu, c'est de prédire quelque chose. Alors nous, on a décidé de prédire l'âge, on aurait pu prédire une maladie, prédire un diabète, prédire ce que vous voulez. Et puis derrière, le professionnel de santé, et c'est pas négatif du tout, mais on a des centaines, des milliers de papiers dans la littérature qui montrent qu'on arrive à bien prédire une maladie à partir d'un ensemble de jeux de données. C'est pas du tout dégradant, c'est très bien, il en faut. Ça sera des futurs dispositifs médicaux qui permettront d'améliorer ces diagnostics. C'est une réflexion sur les biomarqueurs du futur. Mais comme disait justement le professeur Casseya juste avant, il faut aussi le prendre un peu différemment. C'est-à-dire c'est complémentaire. D'une part, on a un très bon modèle, très bien. C'est très bien pour le professionnel de santé qui va accompagner son patient, qui aura peut-être l'explicabilité en plus pour lui expliquer correctement, mais le modèle, en fait, il a les avantages en termes d'apprentissage machine, d'avoir construit tout seul la complexité du modèle, d'avoir trouvé le lien qu'il existait dans les données, toutes ces fameuses interactions. Et donc, finalement, ce qu'on faisait avant de dire « j'impose un modèle, je regarde ce qui se passe », on a l'inverse en machine learning. On va avoir les données qui vont former un modèle, et le problème, c'est qu'il va falloir arriver à rentrer dans ce modèle pour comprendre comment c'est fait. Donc, c'est le modèle tel que je vais améliorer la prise en charge de mes patients, et d'un point de vue physiopathologique, c'est je vais essayer de comprendre les déterminants, comprendre physiopathologiquement s'il n'y a pas quelque chose à extraire de ces données pour peut-être guider de futures recherches qui iront chercher des molécules particulières, etc. Et c'est vrai, avec le danger là-dedans de dire attention, il y a une cause. Alors, je corrigeais, il y a un jour de ça, un article. Alors, c'est en informatique, donc maintenant je leur dis moi aussi, mais on va voir sur ça des profils de cause qu'il y aura. Non, on va voir des profils d'association et on va voir que ce patient va vieillir parce que je vais avoir un biomarqueur qui va me donner ça. Mais ce biomarqueur, il n'est pas forcément la cause, il peut l'être.
Attention, il peut l'être. Et justement, si on a des relations vraiment, je sais rien, plus vous augmentez la valeur d'une valeur, en l'occurrence chez nous, c'est le taux de sucre dans le sang qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, hein, dans un reflet chronique. Hein, plus l'hémoglobine glyquée augmente, plus l'algorithme vous prédit vieux. Vous pouvez peut-être penser, parce qu'il y a la littérature biologique derrière, que peut-être il y a une relation de cause à effet. Mais voilà, ça, il faut être très précautionneux vis-à-vis aussi de ce phénomène. Et dernière chose, si je puis me permettre, puisque justement, on a la chance d'être au contact des juristes, aussi, il y a peut-être, parce qu'il faut expliquer tout ça, et pour être en raccord avec les textes, moi, il y a quelque chose je pense qu'il faudrait développer plus, et j'associe tous mes collègues dans cette réflexion-là, mais c'est aussi la notion de robustesse de nos modèles. C'est-à-dire quel point on va être sûr que pour des patients qui ont des caractéristiques biologiques similaires, le modèle va finir toujours par produire le même résultat, et pas qu'on soit dans une espèce de fluctuation qui fait que on ne pourra pas du tout être certain du modèle. Et je pense que ça, c'est un enjeu autant biologique que juridique. Alors du coup, pour conclure, je vais prendre le micro pour le repasser à Louis en 2 secondes. Anity, c'est aussi l'IA de confiance. Et donc, du coup, les comités de garantie humaine, dans ton activité, il y en a qui vont se mettre en œuvre. On était avec Nicolas Delaporte ce matin, qui nous a expliqué, c'est une volonté très forte de la direction générale du CHU de mettre en place des comités de garantie humaine. C'est en cours. Toi, tu abordes ça comment ? Alors, je vais repasser la parole à... alors, excusez-moi. Parce que, non, parce que pour les professionnels de santé, moi je suis chercheur. Mais alors, donc, je suis enfin, ce que je veux dire, voilà, j'ai une vision décalée, je dirais, de cette problématique. Alors, du coup, on va repasser la parole à Paul, mais moi, je voulais dire que dans les comités de garantie humaine qu'on met, on essaie de mettre justement des professionnels de santé, mais aussi des statisticiens. Alors, des fois, ils sont tout à la fois, donc ça va, mais souvent, non. Et on essaie de mettre justement des professionnels de santé et des statisticiens mathématiciens, parce que souvent, on demande au comité de garantie humaine de valider nos bases de données, et donc, du coup, c'est sous l'angle réaliste, médical, et sous l'angle statistique. Mais je veux bien qu'on repasse. Donc, en 1 minute, dis-nous, Paul, avec plaisir. Donc effectivement, comme vous le disiez, j'ai la chance aussi d'être professionnel de la santé, d'être chirurgien dentiste en plus de ces missions d'enseignant-chercheur, mais juste pour saper, et ensuite j'irai sur des choses beaucoup plus positives. Attention à ne pas mettre en place des comités théodules supplémentaires. Alors, je suis désolé, moi, pour avoir vécu et pour connaître très bien le CHU de Toulouse, qui a d'énormes côtés positifs, mais par contre, dans la période Covid, je me souviens, pour avoir accès aux données, c'était le parcours du combattant, et c'est pas pour rien, comme disait Louis, qu'on est allé aussi aux États-Unis chercher les données. Par contre, oui, dans ces comités, il faut qu'il y ait une vision pluridisciplinaire, c'est obligatoire. Et il faut pluridisciplinaire pour une même personne qui arrive à mélanger et qui fasse cette interface. Parce qu'on a besoin de communiquer entre, d'une part, les professionnels de santé, d'autre part, les statisticiens, épidémiaux, informaticiens, machine data analystes, ce que vous voulez, parce que c'est des profils qui sont très variés, et en même temps, des gens qui sont en capacité de faire la clé entre les deux. Ok, merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de cette table ronde. Je crois que Rémi, tu voulais rajouter un mot. Après, on passe aux questions rapidement pour en prendre 2 ou 3, s'il y en a. Vas-y. Alors, je voulais juste boucler la boucle, mais pour pas faire peur à tout le monde, non, on ne fabrique pas des médicaments IA générés avec des données IA générées synthétiques et pour arriver à une évaluation d'un produit de santé. Et des essais synthétiques, non. Non, mais blague à part, je pense que ça montre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, devant la complexité dans laquelle on va se retrouver demain devant ces situations-là, si on veut avoir des effets de causalité bien mesurés dans des essais cliniques classiques, le sacro-saint essai randomisé restera sacro-saint pour plusieurs années, mais il faudra même aller au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait dans l'essai et ce qu'on sait mesurer, il va falloir continuer à pouvoir observer un certain nombre de choses, donc le besoin des données va augmenter et l'évaluation ne va pas baisser demain, donc j'espère qu'il y en aura plus, des données. On aura plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et sinon, allez-y. Des questions? Comment? Ah oui, en ligne? En ligne. Je vois pas, mais... Qui fait le porte-parole? Il n'y a peut-être pas de questions en ligne non plus. Si, pardon. Alors, très bien. Oui, donc il y a une question.
Est-ce bien possible que les données bloquées en Europe mais trouvées aux États-Unis viennent d'Europe via IQVIA ou d'autres brokers de données? Ah ben oui, pourquoi pas. On pourrait parler aussi des montres connectées d'un célèbre fabricant qui capte des données françaises, les renvoie aux États-Unis, qui nous les revendent peut-être d'ailleurs, on ne sait pas, mais ça... Oui, je dirais que dans ce domaine, tout est possible, sauf si... L'imagination est au pouvoir. L'imagination est au pouvoir, mais elle est fertile, c'est sûr. Ce n'est pas notre cas. Non, mais on est bien d'accord. Mais ce sont des vraies questions. Émilie, tu as une question? Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Ah, il est là-bas. Merci beaucoup. Vous avez indiqué que vous n'avez pas pu obtenir des données françaises. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer où étaient les freins et les obstacles, précisément? C'est très compliqué. Le temps, monter les dossiers, vous envoyez, on n'a pas de réponse, le temps passe. C'est-à-dire les formalités vis-à-vis de la CNIL, vous parlez, ou vous parlez plutôt des formalités vis-à-vis de l'établissement de santé ou des professionnels de santé auxquels vous avez... En théorie, on a accès à un certain nombre de données, on devrait y avoir accès au travers d'Internet, etc. En contactant, voilà, il y a une gestion, il y a un dossier à monter, etc. Et bon, voilà, on a l'impression d'envoyer ça dans un trou. Donc on n'a pas de retour, très compliqué. Donc vous êtes découragé, quoi. Oui, et puis c'est ce qu'on dit, un financement de 2 ans, vous avez quelqu'un qui est un expert du domaine. Dans un délai contraint. Oui, d'accord. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on a accédé à une base américaine, 70 000 individus, 49 variables. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, évidemment qu'on se questionne sur la qualité, vous avez complètement raison, mais c'est que dans les cas que j'ai pu observer moi, elles étaient d'excellente qualité. Mais bon, Louis, je ne sais pas si vous voulez... En fait, la base de données... Non, mais la base de données... des exemples. Oui. Si vous voulez, c'est vrai que souvent vous dites il faut que la donnée soit qualité. Bon, attendez, désolé. La base, c'est NAINS. Ça veut dire qu'en fait, aux États-Unis, ils criblent un certain nombre d'individus, mais c'est des médecins qui font ça. Je veux dire, on ne fera pas mieux, on ne fera pas différent en France. Donc là, c'est pas une problématique. J'ai un petit exemple à vous donner. Roche a racheté une société qui est garde indépendant, mais qui s'appelle Flatiron Health, qui est une société américaine, donc qui propose 2 services au centre de cancer américain. Le premier, c'est d'avoir un dossier médical, et le deuxième, c'est de valoriser les données pour la tarification de l'établissement et pour l'usage en recherche. Donc là, il y a des usages. Donc il y a 220 hôpitaux qui participent au réseau. Tous les membres des hôpitaux accèdent aux données gratuitement, qui ont été curées par l'équipe, etc. Il y a 800 personnes qui curent les données. Donc, je voudrais juste remettre, en fait, si on veut faire ça correctement pour produire des données regulatory grade, c'est-à-dire qu'ils soient utilisés par la FDA ou une autorité de santé, il faut mettre les moyens de la qualité, parce que les données ne sortent pas du dossier médical, même s'il a eux. Ça ne sort pas du tout comme ça, donc c'est très compliqué. Ils essaient de faire l'IA, machin, mais c'est complexe. Donc ils ont un réseau, je crois, de 600 curateurs sur les données. Et ils arrivent à produire des données regulatory grade. Donc le financement, évidemment, de tout ça vient des industries. Mais je peux vous dire, en regardant en interne, c'est pas équilibré des comptes. Ça ne gagne pas de l'argent. Donc ça reste quand même pas simple de trouver des modèles équilibrés qui permettent à tout le monde de s'en sortir, en fait. Pour conclure, Émilie, on a la chance que tu sois là. On parle tous de l'accès au SNDS et on sait que c'est compliqué et je sais que tu as beaucoup œuvré avec d'autres pour que ça soit plus rapide. Est-ce que tu penses que les choses vont s'éclaircir ? Parce que, non mais, je suis désolé, mais c'est quelque chose d'important et je pense que oui, moi, ça va s'éclaircir, mais 18 mois pour avoir accès à des données, dans l'innovation, on se fait doubler par tous les pays. Et je vois qu'il y a un bras qui se lève là. Juste, on laisse Émilie répondre et on vous passe le micro. Juste peut-être une petite réaction. Alors, je vais faire une réponse un peu de régulateur, je suis désolée, mais il y a quand même une stratégie, une feuille de route d'utilisation secondaire de données de santé qui va être lancée en interministériel, donc coordonnée entre différents ministères, prenant en compte des conclusions du rapport Jérôme Marchand-Harvier et de l'arrivée prochaine du règlement Espace européen de données de santé, pour proposer des choses concrètes, des actions précises et pour trouver des solutions pour améliorer les choses. Donc la réponse est oui, elle va s'améliorer, la situation. Alors je ne peux pas donner le délai, mais clairement elle va s'améliorer. Et de toute façon, avec le règlement EHDS, on n'a pas le choix. Les délais, ils sont
beaucoup plus ramassés dans le règlement et ils sont contraignants. Donc de toute façon, il va falloir s'y mettre. Donc la réponse est oui. Donc à la CNAM de mettre des moyens. Aussi, c'est pas une critique, hein, c'est pas une critique. Oui, il faut trouver un certain nombre de solutions. On est d'accord. Il y a une personne qui lève la main derrière, si on peut lui passer le micro. Alors, merci, Émilie. Moi, pour les données SNDS, pour le coup, je vais faire une réponse factuelle. Si vous pouvez coller le micro. Pardon. Super. Alors, je travaille à la direction de la recherche au CHU de Toulouse et pour le coup, on a un accès beaucoup plus facile aux données du SNDS depuis quelques mois, voire un an et demi. Il y a quand même les accès permanents qui ont été mis en place pour les CHU qu'on a au CHU de Toulouse et on a une commission SNDS au CHU qui permet justement de réguler. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit la première dame qui est intervenue sur les simplifications. On a cette simplification-là, en tout cas pour l'accès des données SNDS, quand on veut uniquement accéder aux données SNDS, quand on ne veut pas les chaîner. Oui. Mais on a déjà quand même cette simplification. On a effectivement des gros problèmes. On avait de gros problèmes de conventionnement avec la CNAM. On a résolu les problèmes avec la CNIL, qui arrivait à tenir les délais quand même maintenant, mais on avait jusqu'à 12 à 18 mois pour conventionner avec la CNAM, et ce n'est pas un reproche, c'est dû à leur augmentation aussi d'activité au même titre qu'au CHU, sauf qu'entre-temps, avec les accès permanents, on ne conventionne plus, donc c'est quand même énorme. Et le HDH, sauf erreur de ma part, mais on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec eux, ont maintenant la co-responsabilité de traitement de la base SNDS avec la CNAM, et donc c'est maintenant eux-mêmes qui vont gérer les conventionnements avec le CHU, et on ne passera plus par la CNAM parce qu'ils ont une délégation. Alors, c'est pas délégation. Du coup, voilà, ils ont une délégation. Du coup, temps moyen d'accès, à peu près, hein. Alors, temps moyen d'accès, ça dépend. Parce que si c'est un accès permanent, uniquement les données du SNDS. Oui, sans chaînage. Au CHU, on a une commission SNDS qui se réunit à la demande, parce qu'on n'en a pas tous les matins non plus de ces projets, mais la commission SNDS se réunit, on donne les autorisations, on fait les demandes de calculatrices si les utilisateurs les ont pas. Après, c'est pas tout le monde aussi qui peut faire ces demandes, parce qu'il faut être formé, parce que déjà, quand on avait accès sur projet, le SNDS, c'est quand même des bases énormes, donc il faut être formé, et de toute manière, il n'y a que les gens qui sont formés qui peuvent avoir accès, puisque quand on fait les demandes, on nous demande les attestations de formation. Donc honnêtement, la dernière que j'ai fait pour des accès permanents, en 1 mois, c'était réglé. En combien ? 1 mois. Ah, d'accord. La commission SNDS se prononce. S'il n'y a pas de retour sur le projet, parce que donc c'est quand même évalué d'un point de vue scientifique, etc. S'il n'y a pas de retour majeur sur le projet, on demande les calculatrices, on reçoit les calculatrices en 15 jours, on demande les activations, en 1 mois c'est fait. Maintenant, si on veut chaîner, c'est autre chose, parce que là, il nous faut l'autorisation de la CNIL. On est d'accord. Voilà. Donc là, on revient sur un process, mais il y a quand même, et pour les industriels, pour qui c'est plus compliqué avec les accès permanents, parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits quand même que les CHU. Il y a aussi maintenant des MR qui sont sortis, des méthodologies de référence qui ont été mises en place, les MR 7 et 8. Je crois que c'est la 8 pour les industriels, pour les privés. Et donc quand même, on va dans une démarche de simplification. On ne peut pas tout simplifier non plus. Je suis la première à vouloir simplifier, parce qu'honnêtement, c'est très compliqué pour nous aussi de dire « Ah ben non, il y a des délais, ah ben non, vous n'avez pas le droit ». Donc il faut aller vers la simplification, mais on ne peut pas donner accès à tout sous l'autorité, juste par exemple du CHU, il faut aussi que certaines choses soient réglées au niveau national. On est complètement d'accord, et du coup ça permet de conclure la table ronde sur une note très positive du coup. Donc merci à tous, et puis je pense que Nathalie va reprendre la parole pour la conclusion peut-être, je ne sais pas.